Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents ce soir. Si vous êtes présents, c'est que vous vous intéressez à l'archéologie et au renouveau des connaissances qu'elle permet. Et pour nous, elle est particulièrement précieuse en classe, dans nos cours d'histoire-géographie, au collège, au lycée, dans le supérieur. Nous essayons toujours de nous tenir au courant justement des dernières découvertes et des avancées pour rester près de la recherche et ne pas être déconnecté de nos amis archéologues. Alors, on va vous parler du commerce en Méditerranée antique, les apports récents de l'archéologie. 3 intervenants sont réunis ce soir. Dalila Chalabi, bonsoir. Donc, Dalila est professeure d'histoire-géographie, formatrice académique à Montpellier, membre du comité national de la PSG, et c'est un pilier essentiel de la PSG à Montpellier. Et puis on a deux archéologues de l'INRAP, puisque c'est une table ronde qui a été montée en collaboration entre la PSG et l'INRAP. Dominique Garcia, président de l'INRAP, qui fête ses 20 ans cette année, prestigieuse institution, oui, l'INRAP. Vous aussi, Dominique. Et vous êtes aussi professeur d'université à l'université d'Aix-Marseille. Vous êtes membre senior de l'IUF, rattaché au laboratoire Camille Jullian, dont on va beaucoup parler. Et puis, on a avec nous Swen Fontaine, docteur en archéologie maritime, membre de ce même laboratoire, Camille Jullian, d'Aix-en-Provence. Vous êtes aussi responsable du pôle subaquatique de l'INRAP. Alors, pour commencer cet entretien, j'aimerais m'adresser à Dalila Chalabi, puisque c'est elle qui a eu l'initiative de cette proposition. Donc, Dalila, vous êtes à l'origine de ce rendez-vous. Pourquoi avoir proposé ce thème en partenariat avec l'INRAP ? Donc, bonsoir. Alors, en tant qu'enseignante et formatrice, je me suis toujours interrogée sur le choix des sources dans la construction des séquences pédagogiques et aussi afin de répondre aux attentes des programmes d'enseignement du secondaire, donc des programmes d'histoire au collège et au lycée. Également, le thème du commerce en Méditerranée antique est transversal puisqu'il est étudié en 6e et en seconde générale et technologique. Donc en 6e, le thème 3 sur l'Empire romain dans le monde antique invite à réfléchir à la constitution d'un empire territorial romain, à son fonctionnement, tout en mettant l'accent sur la Rome impériale. Donc l'apport des sources archéologiques était surtout au départ un levier pour aborder les lieux et les monuments caractéristiques de cette culture romaine et aussi afin d'analyser les pratiques romaines. Et par conséquent, il m'a semblé très pertinent de prendre en compte ces dernières recherches archéologiques pour renouveler non seulement les savoirs historiques, mais également pour enrichir nos problématiques. En ce qui concerne le programme de seconde générale et technologique, donc à travers son premier thème qui est axé sur la Méditerranée et notamment la Méditerranée antique, une notion, lorsqu'on croise finalement ces deux programmes de 6e et de seconde générale et technologique, donc une notion centrale découle de ce croisement, c'est celle de l'empire maritime, avec cette idée de domination des mers que l'on retrouve donc à travers ces deux programmes. Donc à ce titre, les ports ont une importance capitale puisque ils représentent des lieux de brassage, des espaces de contact entre différentes cultures, notamment. Ils représentent également des points essentiels dans le cadre de la thalassocratie athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais également un rôle moteur dans l'activité commerciale de l'Empire romain. Donc les apports des sources archéologiques nous permettent, en tant qu'enseignants, un changement de perspective dans l'étude des ports antiques, puisque à partir de ces sources, le port est analysé sur le temps long, à travers l'étude de son site, et de son insertion dans le tissu urbain. Donc nous aurons l'occasion d'approfondir cette problématique. Alors aujourd'hui, au rendez-vous de l'histoire, nous vous proposons donc une réflexion qui est centrée sur les ports méditerranéens à partir des travaux et des recherches archéologiques menées par l'INRAP, mais également une réflexion sur les échanges en Méditerranée antique.
Merci. Peut-être qu'on pourrait commencer par quelques définitions, parce qu'on parle souvent d'archéologie navale, sous-marine. Comment on peut différencier en fait les différents secteurs qui justement nous permettent de renouveler nos connaissances sur le commerce antique? En quelques mots, de justement définir ce que sont ces disciplines ou les périmètres de ces disciplines. On va parler d'archéologie navale à partir du moment où on s'intéresse aux bateaux, que ce soit en tant que machine navigante ou en tant que véhicule dans un espace nautique. On parle d'archéologie portuaire lorsqu'on s'intéresse au port et dans un sens assez large, les structures portuaires, les structures en elles-mêmes, l'espace du port, la relation avec les bateaux, donc qui est un lien important qui intéresse les archéologues de plus en plus, on va dire, c'est-à-dire ne pas séparer l'archéologie portuaire de l'archéologie navale, mais de bien considérer tout ça dans son ensemble. On parle d'archéologie maritime pour tout ce qui touche à la mer, que ce soit du port, des bateaux, des occupations littorales, des cités portuaires. On parle d'archéologie sous-marine et subaquatique. Alors, c'est un distinguo très français. On parle d'archéologie sous-marine quand ça se passe sous la mer, sachant que, je ne l'ai pas dit, mais l'archéologie maritime n'a pas nécessairement pour objet de s'intéresser à ce qui est sous l'eau. C'est la question maritime au sens large. L'archéologie sous-marine sous la mer et l'archéologie subaquatique au sens large sous les eaux, comme on le traduirait en anglais, c'est-à-dire vraiment sous les eaux, quelles qu'elles soient douces, salées, rivière ou mer. Voilà pour les définitions principales. J'oublie quelque chose qui sera à définir dans ces questions d'archéologie. C'est plus une désinformation aussi pour éventuellement vous guider dans vos recherches dans la documentation archéologique. On parle d'archéologie nautique, ce n'est pas la même chose que l'archéologie maritime ou l'archéologie portuaire. Voilà, des champs d'action évidemment qui s'intercroisent. Sur la définition de l'espace méditerranéen, peut-être un mot complémentaire. Dominique, tu voulais... Ça, c'est la carte que nous avions produite pour l'ouvrage sur l'histoire des civilisations. Peut-être repréciser que quand on parle de Méditerranée, c'est un espace qui est intercontinental, qui permet en fin de compte de connecter l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Et quand on regarde la Méditerranée, en fin de compte, normalement, et si vous regardez dans l'ouvrage cette carte qui sera sans doute un peu plus claire que sur l'écran, on s'aperçoit qu'elle permet de connecter des espaces très différents. D'abord, peut-être la zone qui apparaît là en couleur un petit peu rose-violet, qui est l'espace phénico-punique. Et c'est dans cet espace-là où, a priori, on rencontre les premiers ports aménagés en tant que tels, avec des sites comme Tyr, Sidon, et puis ensuite les installations qu'on va retrouver en Afrique du Nord et dans le sud de l'Espagne. On a l'espace, bien entendu, grec hellénique, et puis on a les espaces étrusques centrés sur l'Italie entre le Tibre et l'Arno, et ensuite l'espace de la Méditerranée nord-occidentale. Donc la Méditerranée est un espace qui connecte. Alors vous le voyez pas assez bien sur l'image, mais on a pour cette carte, pour l'espace maritime, on a utilisé deux trames avec des couleurs plus ou moins claires. La partie la plus foncée, donc proche du rivage, est en fin de compte la partie où on pouvait naviguer et où on pouvait voir la terre. Donc selon le relief en bordure du littoral, on peut naviguer plus loin de la côte, et donc on a en fin de compte deux mers. La mer qui permettait de faire une navigation à vue, et puis l'espace où on ne voyait plus le continent. Et si vous regardez ce document dans une définition meilleure, j'arrête de le dire, vous apercevrez que ça vous donne une géographie de l'espace maritime qui est différent, et surtout de l'espace qui aura été observé, analysé, voire colonisé, différent, de par la nature des reliefs qui entourent le littoral.
Autre élément, vous voyez, pour une région qu'on connaît bien, qui est l'espace, la Méditerranée nord-occidentale, la petite patate violette indique les relations entre le monde celtique et le monde méditerranéen. La navigation dont on va parler, les espaces portuaires dont on va parler, sont avant tout des espaces de connexion avec l'intérieur des terres. Si, on en parlera tout à l'heure, des Grecs se sont installés à Marseille en 600 avant Jésus-Christ, c'est pas pour bénéficier du doux climat provençal, c'est pour avoir accès au Rhône, avoir accès à la Saône, à la zone interfluve à l'intérieur de l'Europe, et en fin de compte, avoir accès à l'ambre de la mer du Nord, à l'étain de la Bretagne ou des zones cassitérites, et donc, en fin de compte, pouvoir aller sur des espaces beaucoup plus larges. Donc, les facteurs de la navigation, du commerce, ne sont pas littoraux et maritimes en tant que tels. Voilà, sur cette carte qui présente un état des connaissances pour une grande partie du premier millénaire avant Jésus-Christ, on a placé les principaux ports en bordure de la Méditerranée. On a essayé de classer de manière chronologique les interventions coloniales et commerciales à partir des ères phénico-puniques, étrusques, grecques et ensuite romaines. Et on a même mentionné les batailles navales qui avaient émaillé les zones, les moments d'exploration et de conflits commerciaux dans cette partie de la Méditerranée. On pourrait ajouter, c'est pas matérialisé sur cette carte, mais évidemment, pour la période romaine en tout cas, le commerce avec l'autre espace maritime en connexion, qui est le début de la mer Rouge, qu'on voit en bas, toujours du mal avec la gauche et la droite, en bas à droite. Cet espace contient aussi des ports et des comptoirs, notamment pour les périodes romaines, qui permet d'alimenter le commerce en provenance des confins, on va dire, du monde connu à cette époque-là, que ce soit l'Inde ou l'extrême-orient. Dans nos programmes de collège et de lycée, il y a 2 ports sur lesquels on revient souvent, qui sont bien connus des élèves, le Pirée et Ostie. Et il y a des apports récents de l'archéologie. Est-ce que vous voulez bien nous en parler, nous faire un petit focus sur ces 2 ports ? Volontiers. Alors, on commence. Dalila, tu voulais dire un mot général sur cette. Non ? Moi, je te laisse la main, parce qu'après, on embraye directement sur les sources archéologiques. Alors, effectivement, les ports du Pirée et d'Ostie sont au cœur de nos programmes d'histoire, hein, que ce soit donc en 6e ou en seconde. L'enjeu, véritablement, est de montrer que les structures portuaires répondent à des logiques précises, celles des fonctions portuaires, hein, grâce à l'étude des traces archéologiques. Donc les documents qu'on privilégie pour l'étude de ces 2 ports, le Pirée et Ostie, ce sont des cartes. Des cartes qui sont construites à partir des sources archéologiques et qui permettent de comprendre que le commerce antique est à l'origine de la structuration des ports antiques. Donc tout d'abord, la carte du Pirée au 5e siècle avant Jésus-Christ est un document, donc c'est le document à gauche, c'est un document qui questionne finalement le lien qui s'établit entre Athènes et la mer dans la constitution de sa puissance, puissance politique, mais également puissance commerciale. Donc on peut observer sur la carte la présence de fortifications, les longs murs qui ont été renforcés entre 461 et 456 avant Jésus-Christ et qui permettaient d'assurer un ravitaillement d'Athènes par la mer et de contribuer par la même occasion à son rayonnement commercial et culturel. En ce qui concerne Ostie, la question est de savoir comment l'archéologie navale enrichit finalement les connaissances sur le fonctionnement de ces ports antiques en analysant de manière assez approfondie la structure du port. Donc cette carte du port d'Ostie peut être mise en relation avec une photographie d'épave de navire, donc on vous en montrera tout à l'heure. Pour montrer finalement que chaque ensemble, chaque navire répond à des besoins précis et ces besoins en fait impliquent
engendre des aménagements portuaires précis. Donc là, le port d'Ostie n'est plus analysé seulement à partir de ressources textuelles, hein, comme on avait l'habitude de faire auparavant, mais à partir d'infrastructures matérielles, c'est vraiment ce qui est intéressant, et puis à partir des épaves de bateaux. Donc ces ressources archéologiques sont à l'origine de l'étude du fonctionnement du port, de ses fonctions de stockage. On le verra tout à l'heure, on fera toute une étude sur les conteneurs, sur les navires. Donc ces fonctions de stockage qui sont utilisées par les différentes embarcations, et puis différentes embarcations de différentes tailles qui peuvent aller des petites unités aux très gros porteurs, et Swen, tu nous en parleras après. Du côté des sources récentes archéologiques, pour ce qui est du Pirée, des ports d'Athènes au pluriel, puisqu'on a à la fois un port de commerce et des ports militaires. Alors ce n'est pas exactement notre champ d'action habituel. En revanche, on vous propose quelques images de projets en cours par nos collègues, notamment nos collègues danois de l'Institut d'Athènes, qui depuis une dizaine d'années travaillent sur ces questions des ports militaires et des structures archéologiques encore en place dans les ports de Mounikia et de Zéa, qui sont... Alors la souris fonctionne pas, enfin ça fonctionne, mais ça c'est pas reparti. On n'a pas de pointeur par hasard? Non. Ok. Donc ces deux ports qui sont les deux ports que vous voyez à l'est de la presqu'île du Pirée. Des opérations archéologiques donc qui visent à documenter ce que l'on connaît par les textes, mais que l'on connaît finalement mal, et notamment ces structures de hangars à bateaux militaires qui sont conservées pour partie dans les ports actuels, ce qui vient compléter les informations théoriques que l'on a, puisque toute la partie du bord de ces deux enclaves circulaires des ports militaires du Pirée sont détruits par les habitations et les parkings souterrains. Une image que vous devez sans doute connaître, qui est une reconstruction, voilà, ça c'est fait, une reconstruction théorique d'une trirème grecque, donc un bateau militaire qui devait fonctionner avec les ports militaires du Pirée, pour illustrer cet espace justement portuaire adapté à un type de bateau particulier et réciproquement. Un autre petit focus rapide qui n'est pas le port du Pirée, mais qui est situé à quelques encablures, c'est l'île d'Égine, donc adversaire d'Athènes pendant plusieurs siècles, qui dispose aussi d'un vaste port de commerce, port militaire, et sur lequel des fouilles récentes ont été entreprises dans un projet dédié en collaboration avec nos collègues français du centre Camille Jullian et toute une série de partenaires, dont du ministère grec. Et ces fouilles permettent progressivement justement de s'attacher à travailler sur les fameux shipshed en anglais, le mot m'échappe en français, ces hangars à bateaux pour les bateaux militaires qui sont par définition beaucoup plus allongés que les bateaux de commerce. Un petit focus sur Ostie et Portus, donc les ports de Rome, sans rentrer dans le détail, puisque de la documentation archéologique sur ces deux espaces, on en a de manière conséquente, et je ne doute pas que vous réussissiez à la trouver par vous-même. Deux images, enfin en tout cas je vais y arriver, deux espaces de ressources qui peuvent être exploités. Donc le site du parc archéologique d'Ostie, qui est assez bien fait et qui est largement enrichi régulièrement par des atlas et par de la documentation récente, et quelques références notamment sur la question des entrepôts. Dalila l'évoquait tout à l'heure. C'est une Ostie, alors je ne l'ai pas précisé mais vous le savez sans doute, les deux ports de Rome
donc au débouché du Tibre, Ostie qui est l'embouchure naturelle du fleuve, et Portus qui est un port artificiel bâti de toutes parts à la période impériale, petit à petit, avec les ports notamment, enfin les espaces de Claude et de Trajan. Le port, la partie Ostie qu'on appelle ville entrepôt, vous voyez un exemple ici, et de la très belle documentation qui est exploitable, avec justement toutes ces études sur... Non, ouais. Non, donc sur cette question des entrepôts, de nombreuses opérations archéologiques sont conduites notamment par l'école française de Rome. Un mot rapide aussi sur ce qu'évoquait Dalila en introduction, des travaux qui ont été conduits par différentes équipes et notamment par Giulia Boeto. J'en profite pour la saluer puisque je l'ai vu rentrer dans la salle. Et donc qui est Giulia Boeto, qui est archéologue naval, spécialiste des bateaux et qui dirige le centre Camille Jullian qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc pour les questions sur ces sujets-là, je vous adresserai à elle directement. Néanmoins, voilà, mais elle est là, donc il faut en profiter. Quelques mots simplement donc sur ces travaux qui ont permis de remettre les bateaux dans le port, notamment à partir d'épaves qui ont été fouillées. Vous les voyez. Ce sont les petits points rouges intitulés Fiumicino. Vous le savez sans aucun doute. Ça, c'est l'espace restitué en tant que port en eau, mais tout cet espace est atterri aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'endroit des petites épaves, c'est l'aéroport Fiumicino de Rome. Donc, et les épaves ont été fouillées à terre et elles ont permis d'étudier des types de bateaux, notamment des bateaux de servitude portuaire liés au port. Et les travaux engagés par l'équipe de Giulia Boeto ont permis aussi de réfléchir sur ces fameux espaces des ports de Trajan et des ports de Claude, sur comment, selon les différents types de navires de commerce, comment on remet des quantités de bateaux dans un port à la période antique et comment on le met en regard des sources historiques, notamment qui donnent des chiffres sur les tonnages et sur le volume de denrées qui pouvaient circuler à différentes périodes. Voilà pour les petites informations sur les travaux récents sur Ostie et Portus qu'on peut apporter. Juste, pardon, je regardais pour avoir un élément de complémentaire pour le non-spécialiste des ports que je suis, repréciser peut-être, et on le voyait bien avec le cas du Pirée et le cas d'Ostie, ce qu'est un port en tant que tel. En fin de compte, c'est avant tout une infrastructure, c'est-à-dire qu'on peut mettre des bateaux au mouillage ou dans un havre sans avoir un port en tant que tel. Le port, quand on l'aménage, c'est qu'on a besoin de charger, de décharger, de se ravitailler, voire de construire, et donc on a besoin d'une infrastructure. Et là, dans les deux cas que l'on a pu voir, dans le cas d'Athènes ou dans le cas de Rome, on s'aperçoit que le port est une extension de la ville. La ville est antérieure à l'aménagement du port. À un moment donné, il y a de nouvelles activités qui naissent, soit militaires, soit commerciales. On a besoin d'un espace de gestion des bateaux, et à ce moment-là, on crée le port, qui est en fin de compte un espace intermodal entre les zones de navigation et puis les zones de vie politique que peut être la ville. Et donc là, on a deux exemples éloignés dans l'espace, mais qui sont à peu près structurés de la même façon, même s'il y en a un qui est posé en bordure d'un fleuve important et l'autre qui est en dehors d'un espace de circulation fluviatile. Et ensuite, on aura des ports qui seront des quartiers de la ville, et on aura en fin de compte ensuite des villes portuaires dont la fonction première sera l'activité portuaire en tant que telle. Mais là, on le voit presque de manière chronologique, quand à un moment, dans le développement de la cité, dans le cas d'échanges qui sont beaucoup plus larges, on a besoin de l'installation d'un espace autre pour gérer le commerce ou les activités militaires. Et ça a aussi une incidence dans ce fonctionnement de binôme, on va dire, entre cité et ville et port maritime sur la circulation des denrées. Une fois qu'elles ont été transportées par des bateaux en Méditerranée, il faut encore les acheminer sur les canaux aménagés ou les bras de fleuve naturels. Mais ça pose aussi toutes ces questions de rupture de charge des cargaisons, de type de bateau adapté, fluvial, maritime, fluvio-maritime. On y reviendra tout à l'heure.
Merci beaucoup pour ces beaux documents et puis pour ces précisions aussi de vocabulaire, de définition. Hein. On rêve d'avoir des documents aussi beaux dans nos manuels et à notre portée pour construire nos cours. Grâce à l'archéologie préventive, grâce aux découvertes de l'INRAP, on a aussi accumulé là, ces derniers temps beaucoup de connaissances sur des ports méditerranéens que vous fouillez, et notamment Marseille. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis est-ce qu'on peut réfléchir à la manière dont on peut en tenir compte justement dans nos programmes? Volontiers. Donc, les dernières recherches archéologiques, hein, notamment sur le port de Marseille, donc durant la période romaine, hein, enrichissent nos connaissances et renouvellent ces connaissances sur cette période. Donc, l'enjeu avec les élèves est de montrer que le site de Marseille est stratégique, hein, le site du port de Marseille est stratégique. En effet, il est quand même situé, il a une proximité certaine avec l'embouchure du Rhône et sa localisation sur une route maritime est-ouest, reliant notamment donc les péninsules italiennes et ibériques, sont à l'origine et permettent ces échanges commerciaux entre le monde méditerranéen et l'Europe occidentale continentale. Donc un exercice peut être proposé aux élèves autour des vestiges d'Édolia dans un entrepôt du port de Marseille qui date, donc ces entrepôts du 1er et du 2e siècle, et d'une restitution aussi des entrepôts d'après les sources de l'INRAP, du musée aussi d'histoire de Marseille, qui a quand même des ressources assez intéressantes, et du musée des docks romains à Marseille. Donc l'objectif donc de cet exercice, c'est vraiment de questionner les élèves sur l'aménagement du port de Marseille et la fonction des entrepôts à Dolia, qui sont essentiellement consacrés au commerce du vin en vrac. Également, l'étude du port de Marseille à travers l'une des places les plus importantes, qui était essentiellement consacrée au commerce, c'est la place Jules Verne, permet de comprendre toute l'activité, alors tout à l'heure Dominique en parlait, de chargement et de déchargement des cargaisons, donc à partir du port de Marseille, de la Méditerranée orientale jusqu'à la Bétique, et notamment à partir de produits comme les huiles, le vin, etc. Donc, il est intéressant, à partir de ces sources archéologiques, de construire un récit historique avec les élèves, en mettant l'accent sur l'enjeu des fouilles, qui montre véritablement une modification de la structure portuaire au 1er siècle de notre ère, enfin à partir du 1er siècle de notre ère, notamment avec la construction des entrepôts qui sont vraiment destinés à l'activité commerciale, avec, pour le cas de Marseille, une spécialisation dans le commerce du vin. Oui, alors comme ressource principale, on vous propose l'atlas de l'INRAP qui est en ligne, justement sur la ville de Marseille, et qui restitue la documentation issue des fouilles préventives, notamment sur le pourtour du vieux port actuel de Marseille, et qui a permis, depuis les fouilles préventives les plus anciennes, les fouilles de la Bourse, jalon s'il en est dans l'archéologie préventive en France, jusqu'aux dernières opérations même de diagnostic qui ont lieu dans ce périmètre du vieux port de Marseille, permettent de progressivement restituer les différentes étapes, la chronologie de l'installation du port, sa monumentalisation. Vous avez ici sur l'aquarelle de Jean-Marie Gassin une projection justement de ces différentes étapes d'occupation du port, qui est un exemple de port urbanisé dans la durée, qui depuis sa fondation en 2600 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui continue d'être aménagé, ce qui à la fois nous enlève certaines informations des différentes périodes, mais en même temps permet aussi, via l'archéologie préventive, de retrouver certains éléments archéologiques qui viennent éclairer ce qu'on peut savoir d'un point de vue des sources littéraires, notamment sur l'histoire de Marseille. Sur la maquette que vous voyez, qui est
zoom, un extrait de cette maquette qui est présentée au musée d'histoire de Marseille, vous voyez un état qui doit être à peu près la période hellénistique, la période grecque, avec encore les mêmes hangars à bateaux que ceux qu'on peut observer dans les ports grecs du Pirée. Ces espaces-là disparaissent, comme le disait Dalila, au tournant du 1er siècle après Jésus-Christ, même sans doute légèrement avant, puisque Marseille perd contre Rome et que la dimension militaire de Marseille lui est enlevée. Et ce qui se voit assez concrètement dans l'évolution via les vestiges archéologiques, puisqu'on arrive après, dans cet espace-là, plutôt à des structures portuaires liées au commerce, et notamment les hangars à Dolia, que tu évoquais, Dalila. Et le site de la plage Jules Verne, donc il y a une fouille qui a été conduite dans les années 90, mais qui est en cours de reprise d'exploitation de toutes les données. C'était un site assez considérable dans les informations qu'il a pu livrer. Je passe sur les périodes les plus anciennes, mais pour les périodes romaines, les périodes grecques et romaines, vous voyez qu'il a livré donc des infrastructures portuaires, pontons, entrepôts, etc. Il y a un certain nombre d'épaves. Pour ce qui est des entrepôts à Dolia, c'est un dispositif que l'on peut mettre en regard avec... Donc, c'est ce qu'évoquait Dalila tout à l'heure, c'est comme ressource pédagogique qui est vraiment très très bien faite. C'est un nouveau petit film avec des restitutions 3D de très belle qualité qui est proposé par le musée des docks à Marseille et qui restitue non seulement le secteur des docks, mais en fait l'ensemble des entrepôts à Dolia et du dispositif, et qui réfléchit aussi sur comment on stockait dans ces grandes jarres, les Dolia étant des grands conteneurs qui étaient mis à poste, enfoncés, enterrés dans les entrepôts, qui pouvaient contenir probablement du liquide sans aucun doute, mais aussi pour certaines des matériaux en vrac, c'est du conteneur de vrac, et qui peuvent être mis en regard avec les bateaux qui n'ont eu qu'un temps, mais qui ont, notamment au 1er siècle après Jésus-Christ, servi de pinardiers, c'est-à-dire des bateaux qui étaient dédiés au commerce du vin, où alors c'est pas exactement les mêmes dolias que ceux des entrepôts, mais c'est ce même principe de grandes jarres installées à poste, qui étaient remplis et qui permettaient de commercialiser du vin sans doute de qualité moyenne dans des conteneurs en vrac. Je vous ai mis ici l'ouvrage récent, largement documenté par des fouilles récentes archéologiques sous-marines et terrestres. Sur les entrepôts, Dalila, vous voulez moi peut-être en tant que non-marin. Sur les entrepôts, on le voit clairement, c'est dans l'évolution des structures portuaires quelque chose qui me paraît moins important, parce que c'est un moment où on retrouvera des types d'aménagements identiques dans différents ports, qui va montrer en fin de compte un usage commun, en l'occurrence celui du transvasement, très probablement de liquide, en l'occurrence de vin, et qui est lié au fait qu'en fin de compte, ce qui relie ces différents ports, c'est tout simplement les bateaux que vous étudiez, et qu'à ce moment-là, un bateau qui part d'un endroit chargé de vin est obligé, à l'endroit où il arrive, à avoir des équipements similaires, un petit peu comme aujourd'hui, un porte-conteneur, quand il part d'un port, est obligé d'arriver dans un port qui est capable de le recevoir avec des aménagements proches. Donc on se retrouve en face de ces types de docks que l'on retrouve à Ostie, que l'on retrouve à Marseille, qu'on retrouve à Latte, qu'on retrouve sur d'autres sites, et qui sont en fin de compte des aménagements portuaires spécifiques, presque normalisés, aptes à accueillir des bateaux qui, eux, par définition, n'étaient pas rattachés à un seul port, vu qu'ils connectaient des ports entre eux. Et donc, en fin de compte, on a l'équivalent pour ces bateaux d'épinardiers qui existaient encore, ou qui existent encore moins nombreux que dans les années 70, et qui prennent du vin en vrac, le transvasent dans les récipients cédolia, et ensuite qui sont diffusés. Ce qu'on voit là avec la vision peut-être des Grecs ou des Romains, c'est ce qui est arrivé, un produit manufacturé, le vin, et il faut avoir en tête que le commerce dans l'Antiquité confrontait deux types de sociétés, celle des sociétés à cité structurées,
qui en fin de compte diffusait des produits manufacturés, un savoir-faire, et le vin est un produit fabriqué, contre de la matière première, ce que les Grecs appelaient le biotos, les produits de première nécessité. Donc à Marseille, on voit ce qui arrive, qui avait une plus-value, en l'occurrence ce vin, qui était un produit recherché, et on a du mal à voir en revanche ce qui part dans l'autre sens, mais qui a provoqué en fin de compte cette activité commerciale. Et donc si on imagine que c'est le biotos, ce sont les esclaves, c'est le cuivre et c'est le blé, c'est-à-dire les produits de première nécessité, ce qui était important en force de travail, ce qui était important pour faire des outils et des armes, ce qui était important pour nourrir la cité, le blé. Et donc il y a un savoir-faire qui est vendu, la production de vin, contre des produits de première nécessité, et ce qui, bien entendu, est géré au mieux et qui est stocké dans les ports, ce sont ces éléments-là. Des soucis techniques. Non, pas du tout. On peut aussi commenter cette image. Et... Non, on est vraiment là dans ce... Je te laisse la main. On peut aussi en profiter. On est dans un système de connexion. En fin de compte, c'est rien de plus que ça. Donc, effectivement, il y a... Non, mais, pardon, au-delà de la boutade, les ports qu'on a eus sont, en fin de compte, des véritables hubs, des endroits où, effectivement, où se connecte l'activité de la cité sur, ensuite, la diffusion et le commerce maritime. On peut aussi rappeler aux collègues justement toutes les ressources qui se trouvent sur le site de l'INRAP, qui est vraiment un site compagnon important des professeurs d'histoire-géographie. Et nous, à la PSG, on met aussi des fiches actuellement en ligne, en collaboration donc, avec les équipes de l'INRAP, pour vous proposer des activités au collège et au lycée. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'INRAP, vous avez beaucoup de matériel et puis sur notre site pour trouver des idées d'activités, vous en inspirer, enfin parce que vous en voulez si ces questions vous intéressent. Donc le PowerPoint est revenu. Vous voyez, il y a des petits films aussi. Vous avez fait aussi beaucoup de découvertes à Arles et à Fos. Exact. Oui, volontiers. Alors, juste sur la question des dolias et des navires à dolias, on y reviendra peut-être plus tard. On voulait faire un petit focus sur la documentation. L'autre partie de la documentation qui a été extraite de Marseille avant d'aborder justement un autre binôme de port, Arles-Fos. Ce sont les épaves qui ont été découvertes notamment sur cette fouille là, de la place Jules Verne, des épaves romaines et des épaves grecques, et vous montrer donc différents types de navires, des navires de commerce, des navires de servitude portuaire, donc celles que vous voyez à gauche, qui servait à l'entretien du bassin portuaire et dont on retrouve des exemplaires également dans d'autres ports de la même période. Et puis faire un focus sur cette épave-là, vous ne voyez pas la souris, donc l'autre épave. Si on les voit pas. Donc cette épave qui date de la période grecque et qui a donné lieu à un projet d'archéologie expérimentale conduit par le centre Camille Jullian qu'on évoquait tout à l'heure, un projet qui se distingue, on va dire, de la première reconstruction navigante que vous avez vue au début, le navire Olympias grec, puisque pour le coup, le projet Gyptis, qui a permis de construire le bateau Gyptis, donc, qui est une réplique navigante, a été faite dans un processus d'archéologie expérimentale à proprement parler, c'est-à-dire pour retrouver à la fois les gestes techniques, donc l'histoire des techniques des charpentiers de marine de cette époque-là. Le bateau est quasiment contemporain de la fondation de Marseille, donc 6e siècle avant Jésus-Christ, et qui est aussi un outil d'archéologie expérimentale pour la navigation. C'est-à-dire que ça permet, donc il navigue depuis maintenant... c'était 2013 le lancement, donc depuis presque 10 ans, des navigations expérimentales sont menées par l'équipe du centre Camille Jullian, et ça permet d'aborder concrètement dans la pratique des choses qui restent très théoriques, sinon sur à quelle vitesse un bateau navigue, comment il est maniable, quelle distance on peut parcourir dans tel délai. En l'occurrence, il s'agit d'un bateau avec un espace de navigation assez restreint, entre guillemets, puisqu'il s'agit d'une barque de pêche, d'un bateau de pêche, mais néanmoins les enrichissements liés à l'archéologie, à cette expérience archéologique, sont assez importants. Sur la question des
des ports d'Arles, du binôme Arles-Fos, c'est-à-dire une cité avec un port fluvial, Arles, et un avant-port maritime, Fos. Alors j'ai mis une carte vierge, ce qui est assez peu pédagogique, hein, mais c'était juste pour pouvoir, maintenant que j'ai une souris qui fonctionne, illustrer le fait, donc Arles est ici en haut du delta du Rhône, le golfe de Fos est celui-ci, donc à l'extrémité orientale du delta du Rhône. Et ce binôme constitue vraiment la porte d'entrée de l'axe Rhône-Saône-Rhin qui permet d'alimenter, de desservir l'ensemble de la Gaule, mais aussi la Rhénanie, la Grande-Bretagne, l'ensemble des provinces du nord de l'Europe sous l'Empire romain. Sachant que l'autre gros port de la période romaine du littoral gaulois, c'est Narbonne, qui est situé ici, on voit toujours la souris, et qui lui permet d'alimenter, donc on parle de l'axe de l'entre-deux-mers, hein, qui permet d'alimenter les provinces du sud de la Gaule et de rejoindre éventuellement l'Atlantique pour une autre route maritime. Très rapidement sur ce binôme de ports et en particulier sur Fos, vous donner une idée de ce port de Fos qui est aujourd'hui le port français industrialo-portuaire. Vous en avez une illustration. Port qui a été créé quasiment ex nihilo dans les années 60 par une volonté de l'État pour concurrencer Hambourg et Rotterdam, et qui en fait s'est installé dans une position géostratégique qui était déjà ciblée par les Romains, puisque c'est là qu'avait été installé le port de Fossae Marianae pour les mêmes raisons, mais qui en raison d'un événement tectonique ou environnemental qui est encore mal défini, a fonctionné pendant toute la période de l'Empire, jusqu'au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, et qui a disparu à cause d'un enfoncement du sol. Donc le port est submergé et a complètement disparu du paysage pendant près de 1600 ans. Différents travaux archéologiques ont repris ce dossier et permettent progressivement de retrouver la topographie du port, les structures portuaires, les épaves qui fonctionnaient avec. Et donc cet avant-port maritime, qui est paradoxalement assez bien connu par les sources, mais qui l'était peu archéologiquement, prend corps, devient réalité dans des conditions pourtant difficiles, d'eau extrêmement trouble, de débouchés du delta du Rhône et de débouchés du Rhône et des petites profondeurs, et qui était donc l'avant-port, le pendant maritime, on va dire, du port d'Arles. Donc vous voyez ici une illustration dans sa période un peu tardive, au IVe siècle, et faire juste un petit focus sur les ressources que vous pourriez utiliser pour illustrer notamment le commerce maritime de cette période de romaine. C'est un secteur, donc le port, l'espace fluvial du Rhône dans la ville d'Arles, qui a été pas mal visité par les archéologues subaquatiques au cours des 10, 15, 20 dernières années, qui a permis d'étudier et des bateaux et de remonter un nombre assez considérable d'objets qui alimentent les réserves du musée d'Arles, du musée départemental Arles-Antique, et qui a donné lieu aussi à des expositions et des catalogues qui sont riches de documentation à exploiter. Une image donc voilà des conditions de fouilles dans le Rhône, mais aussi vous voyez de la qualité de la conservation des objets archéologiques, c'est-à-dire que nombreux d'entre eux sont entiers, bien conservés comme dans un dépotoir portuaire, mais en plus le fait que ce soit dans de l'eau douce a permis de conserver du contenu dans les récipients, dans les conteneurs, des inscriptions peintes sur les conteneurs, on en reverra des exemples tout à l'heure, qui donnent des informations assez considérables à mettre en regard des sources textuelles que l'on peut avoir. Et l'une des fouilles phares de ce secteur d'Arles, c'était la fouille de l'épave Arles-Rhône 3, donc un chaland donc, qui a été dirigé par une équipe
pluridisciplinaire sous la direction de Sabrina Marlier du musée de l'Atlantique, et qui a permis donc de fouiller l'épave dans sa totalité, et le dépotoir environnant, des milliers de mètres cubes d'objets archéologiques denses avec quasiment pas de sédiments entre, et de sortir cette épave par tronçon, de la restaurer et puis de l'étudier, de l'exposer dans une extension du musée d'Arles. Je vous y invite, si vous passez par là, dans la région d'Arles, de visiter ce musée et de voir cette épave, donc qui est l'épave d'un chaland, c'est-à-dire un bateau de transport fluvial long d'une trentaine de mètres, et qui, au moment de son naufrage, en l'occurrence celui-ci, était chargé de pierres et qui faisait du commerce de proximité, on va dire, le long du Rhône. Mais ce bateau fait écho à des bateaux de même type, de même période, qui ont été trouvés dans le cadre de fouilles préventives à Lyon, dans la Saône, dans le cadre des fouilles occasionnées par un parking, le parc Saint-Georges, qui a livré plusieurs bateaux, et on retrouve vraiment donc le pendant, c'est-à-dire que c'est vraiment des navires qui remontaient le Rhône, les bateaux fluviaux qui permettaient de monter et de descendre des cargaisons sans aucun doute. Vous voulez, oui, puisqu'on a commencé à voir des navires, effectivement, est-ce que ce sont les mêmes sur fleuve, sur mer? Qu'est-ce qu'on sait là, de ces différents types de navires? Alors, pour ce qui est du chaland que vous avez vu et de ceux qui sont également été trouvés à Lyon, c'est de manière assez typique du bateau fluvial, c'est-à-dire un bateau long à fond plat. Mais on a d'autres types de navires qui peuvent avoir qui rentrent dans la catégorie que les spécialistes appellent fluvio-maritime, et qui, on imagine, pouvoir naviguer en mer et éventuellement remonter dans le cours des fleuves ou dans les canaux qui permettent justement de faire la jonction entre la mer et le fleuve. L'exemple d'Arles 3 que vous voyez ici, donc le chaland, très effilé, très long, un fond parfaitement plat, comme vous le voyez. Un exemple qui est l'épave des Laurons 2, qui justement a été trouvé dans le golfe de Fos qu'on évoquait, et qui est un petit navire maritime avec un fond donc un tirant d'eau assez peu important, et un autre exemple de navire fluvio-maritime de plus grande dimension, qui est le profil des épaves, enfin des navires, pardon, avant d'être des épaves, c'était des bateaux, des navires Adolia qu'on a évoqués tout à l'heure, et pour lesquels les spécialistes s'interrogent sur le fait que ces navires pinardiers aient pu eux-mêmes remonter directement les fleuves. On a des entrepôts Adolia, par exemple, à Lyon. Donc la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'il y a rupture de charge, est-ce qu'on vide les dolias des bateaux dans les ports maritimes et qu'ensuite ça embarque sur d'autres bateaux, ou est-ce que ce sont directement les mêmes bateaux qui circulent en mer et dans les fleuves? Oui. Alors, je rejoins tout à fait les propos de Swen, par rapport à cette archéologie navale. Donc la découverte de fresques également, de pièces de monnaie, de bas-reliefs, enrichit la compréhension des échanges en Méditerranée antique. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que ces récentes découvertes de vestiges de navires, donc dans les zones portuaires antiques, comme à Toulon ou à Marseille, mettent au jour de nouvelles catégories de bateaux. Et nous permettent aussi d'émettre des hypothèses pour analyser des documents, notamment au niveau de la nature des produits échangés. Alors, par ailleurs, la navigation entre mer et fleuve était nécessaire afin de ravitailler les villes. Donc l'enjeu pour nous, enseignants, c'est de montrer que ces épaves qui ont été découvertes entre le 2e et le 5e siècle sont des sources d'études afin d'analyser donc la navigation durant l'Antiquité romaine. Donc à partir de plusieurs documents et notamment d'une maquette d'un navire romain transportant du vin en vrac et aussi d'une mosaïque du bureau 25 de la place des corporations à Ostie, nous pouvons interroger la fonction du navire de commerce et le processus de débarquement d'une marchandise d'un navire à l'autre. Ce qu'il faut noter, c'est que ces marchandises qui arrivent par voie maritime
donc par la mer Méditerranée, donc près des embouchures, hein, notamment du Tibre et du Rhône, sont ensuite transbordés donc sur des bateaux à fond plat afin de remonter le cours des fleuves. Donc c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Swen. Et un premier document peut être analysé avec les élèves, donc c'est celui que vous avez à gauche. Il s'agit d'un bas-relief qui représente, en fait, il est assez intéressant, il représente une scène de chargement à quai, donc qui provient de Narbonne et qui date entre le 1er et le 2e siècle de notre ère. Donc ici, l'objectif est d'identifier la partie du port de Narbonne qui est représentée, d'analyser le chargement à quai d'un navire de commerce. Alors, on n'a pas de précision sur le contenu, le type de marchandises. On peut émettre l'hypothèse qu'il s'agisse de poterie ou d'autres marchandises. Et ce qu'on peut observer quand même, c'est la représentation des flots. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce système qui allie la voile et les rames pour connaître les techniques de navigation durant la période romaine. Donc un deuxième document très intéressant là aussi à étudier avec les élèves, donc c'est un sesterce de Néron, c'est la diapositive après, qui représente donc le port de Claude sur le territoire d'Ostie, donc au 1er siècle. Donc l'inscription au bas de la monnaie précise qu'il s'agit d'Ostie. Et l'enjeu là est d'identifier les éléments qui sont représentés. Donc on demande aux élèves de décrire ces éléments, notamment la jetée, la statue de Neptune, le Tibre, les navires marchands, les navires militaires. Et ensuite, dans un second temps, faire une analyse beaucoup plus critique, plus fine, donc du port, donc de l'activité du port, à partir du positionnement des navires. Donc c'est une analyse qui peut être menée. On observe bien des navires en mouvement puisque leurs voiles sont dehors, alors que ceux qui sont à l'ancre ont leurs voiles carguées. Et afin de compléter cette analyse et de développer la réflexion sur ces navires, sur leur dynamisme à l'époque gréco-romaine, donc l'INRAP met à notre disposition un atlas en ligne que vous pourrez retrouver sur les épaves des bateaux grecs et romains, notamment dans la rade de Marseille. Moi, ce que je retiendrai en tant que non-spécialiste, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas de bateaux liés à un port, mais des bateaux qui relient les ports. Et donc, en fin de compte, on a des bateaux maritimes qui permettent de connecter des espaces, des bateaux à fond plus ou moins plat qui permettent de connecter des villes. Lyon, voilà, le chaland d'Arles, il vient peut-être de Lyon, et le chaland de... Enfin, en fin de compte, il connecte les deux espaces en tant que tel, il permet de transporter. Et au-delà, ce commerce maritime, il permet de diffuser. Alors, pour justement les enseignants qui vont avec des élèves dans les lycées, on voit les amphores ici avec ce tableau de la catégorisation de Dressel. Passons, c'est un jeu d'archéologue de créer des typologies, mais en fin de compte, on n'a jamais trouvé un tel assemblage dans un bateau, vu que par définition, un bateau, il était fait... On avait la volonté de le charger avec des conteneurs qui étaient identiques. En fin de compte, à chaque type d'amphore correspondait un type de contenu et l'ensemble de ces amphores était mis dans le même bateau, un peu comme aujourd'hui, justement, un porte-conteneur porte des conteneurs de la même taille et du même poids. Donc, ce que, bien entendu, était transporté dans l'Antiquité et ce qui faisait l'objet d'un commerce, ce n'est pas l'amphore, mais ce qui a à l'intérieur, et bien entendu, ce qui à l'intérieur a disparu. Les archéologues aujourd'hui essaient de traquer l'origine des produits et le transport grâce à ces objets. Et ouais. J'illustre ton propos. mais je te laisse la parole pour autant. Voilà, donc sur cette image où on voit une épave corse, c'est toute la cargaison du bateau, et vous voyez, elles ne sont pas disposées habilement. C'est en fin de compte le bateau qui a sombré, et les amphores qui étaient le format adapté à la forme du bateau, et qui permettait un remplissage optimum de la cale du bateau. Donc la typologie, normalement, lorsqu'on fouille un navire... Je pense que ça continue à défiler. La cargaison est homogène. Voilà.
Oui, c'est hypnotisant, tout à fait. Oui. Vous avez énormément de matériel, hein, des objets, des amphores par milliers. Finalement, qu'est-ce que tous ces objets exhumés, découverts dans la mer, nous disent du trafic en Méditerranée? Comment le caractériser? Comment redessine-t-il le trafic, les flux commerciaux en Méditerranée antique? Effectivement, on l'a évoqué avec cette table typologique qui date un peu. Hein, on a évolué depuis le début du XXe siècle, mais néanmoins, ça reste un support et surtout, ça permet d'illustrer ce que disait Dominique, c'est-à-dire que l'amphore, c'est un conteneur, mais selon sa forme, sa matière, elle permet de par des éléments sur la chronologie ou sur la provenance ou sur le contenu. Et voilà, par exemple, deux illustrations. Donc, d'une même amphore, d'un même type, en l'occurrence des amphores produites en Gaule du Sud, destinées à contenir du vin et à transporter du vin, donc issues du site du Mas des Tourelles, et la même amphore qui a été retrouvée dans une cargaison d'une épave profonde en Corse, qui illustre bien cette route, une des routes du vin, en tout cas ici, une route du vin du sud de la Gaule. Et un mot sur cette impressionnante cargaison, comme on n'en voit plus beaucoup, sauf à des très très grandes profondeurs. Donc il s'agit d'une vidéo qui a été prise sur une épave profonde, donc à presque 500 mètres de fond. Et ce sont les travaux qui sont menés notamment par le DRAS, mais en particulier par Francacci Becchini, sur une série d'épaves profondes qui nous permettent d'avoir une vision d'épave, enfin en tout cas d'épave avec sa cargaison intègre, ce qui est plus du tout le cas dans les zones peu profondes du littoral. C'était sans doute le cas dans les années 50 quand les premiers plongeurs ont commencé à barboter, mais depuis malheureusement je pense qu'on est né 50 ans trop tard et que il faut aller les chercher à des profondeurs assez importantes pour avoir ces informations. Et pour effectivement repartir sur les histoires de contenu, d'information, comment l'archéologie permet de définir des routes ou de mieux comprendre ce qui circulait dans un sens et dans un autre. Un exemple justement des fouilles du Rhône, donc du dépotoir qui environnait cette épave de Chaland. Donc ce sont des objets qui ne sont pas liés au Chaland, hein, c'est juste le dépotoir portuaire considérable qu'il y avait dans le Rhône. Un exemple avec ces pots d'ulacium qui sont un autre type de conteneurs, qui ne sont pas des amphores, mais qui sont des pots de plus petite dimension et qui, dans le cas du Rhône, ont l'avantage d'avoir conservé du contenu, en l'occurrence des poissons, des sardines, si je ne m'abuse, et d'avoir aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'avoir conservé, comme certaines amphores, des inscriptions peintes qui permettent assez précisément de restituer non seulement le poisson qui était conservé à l'intérieur, mais l'ensemble des ingrédients qui permettaient d'agrémenter ces conserves. Et finalement, le parallèle, il est assez étroit. Alors, pas avec les sardines à la tomate, parce que c'est un anachronisme et la tomate est arrivée plus tard, mais en revanche, on retrouve des recettes assez proches de ce qu'on peut retrouver dans les boîtes de sardines actuelles trouvées au supermarché. Et j'en profite pour vous signaler cet ouvrage. Donc, il y a un catalogue d'expositions assez récent qui s'est tenu au musée d'histoire de Marseille sous le commissaire de David Jaoui, donc qui est l'archéologue qui étudie l'ensemble de ce très très riche dépotoir trouvé dans le Rhône et qui a mis assez systématiquement en relation les conteneurs antiques, les contenus identifiés pour ces conteneurs et ce qu'on trouve aujourd'hui, enfin ce qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit le garum VS le gnoccmam ou les sardines antiques entre les sardines de Douarnenez. On voulait aussi vous montrer quelques exemples de documents archéologiques épigraphiques, mais je vous laisse en parler peut-être sur le document de gauche, toujours pour aller vers cette notion de transport du grand bateau vers le petit bateau, vers le bateau à fond plat, sur l'inscription qui est à gauche, mais qui n'est pas unique et qui provient du site de Latte près de Montpellier. D'ailleurs, voilà, on a parlé d'Arles, le grand port
sur le Rhône, et Arles, le nom gaulois d'Arles, c'est Arré-Laté. Arré, c'est devant, et Latte, c'est le marécage. Donc Arré-Laté est la ville devant le marécage, et la ville de Latara, c'est à peu près la même chose. Latte, c'est le marécage, et Arré. Donc il y en a un, c'est la ville devant le marécage, et l'autre, c'est le marécage devant la ville. Vous voyez un petit peu la diversité des toponymes gaulois, réappropriés ensuite à la période romaine. Mais en tout cas, ça montre déjà que la ville porte dans son nom elle-même sa situation par rapport à l'espace, le lien avec la zone lagunaire et les transports qu'on a eu tout à l'heure. Et on a vu que les bateaux qui arrivaient étaient rapidement coincés et devaient ensuite les matières transportées dans les bateaux à fond plat. Et autre élément beaucoup plus répandu, mais qui a disparu aujourd'hui la documentation archéologique, c'est le transport dans des outres. Et l'inscription de gauche à Latte, sur la 4e ligne, donc l'avant-dernière ligne en partant du bas, parle de fabriques, probablement des charpentiers, et en l'occurrence des charpentiers de marine, et des utriculaires qui ont offert donc cette inscription pour un bâtiment de la ville de Latte. Donc il y avait à Latte des artisans, des fabricants organisés en collèges, qui étaient des gens qui fabriquaient des outres, à la fois pour le transport des liquides et économiser ainsi le poids de l'amphore, mais également des outres qui très probablement supportaient des radeaux. Et la chose n'est pas unique, on a des utriculaires à Latte, on en a près d'Arles, on en a à Alba la Romaine, on en a un peu plus dans la vallée du Rhône, donc il y avait autour de cette activité maritime et fluviale, ensuite une grande activité, on va dire, de batelier qui permettait de naviguer dans des zones un peu plus basses où étaient transportés les produits, soit directement sur les radeaux, soit dans des outres qui contenaient à la fois plus de liquide que les amphores et surtout étaient beaucoup plus légères. Donc un témoignage fort, et puis bon, ces gens-là, organisés en collège, assez riches pour faire une inscription et donc marquer sans doute les moyens qu'ils ont donnés pour construire un bâtiment public. Et puis quelques représentations qui montrent là aussi les transports en sac. Et donc voilà, tout à l'heure on avait cette petite image pop culture avec les vases et les éléments de sardines. Je crois que pour les enseignants, montrer dans un musée qu'il n'y a pas d'adoration de la part de l'archéologue des beaux vases, une amphore c'est moche, et même si on la met sur du voleur rouge, ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Personne dans l'Antiquité, enfin voilà, il n'y a qu'un médecin non conventionné qui aujourd'hui va acheter une amphore. Dans l'Antiquité, personne n'a acheté une amphore, on achetait ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc l'analogie avec la sardine avait du sens. Et dans le cadre de ce qu'on doit aussi présenter aux élèves dans un musée, c'est tout ce qui a disparu. Donc les tissus, les esclaves, le métal, le blé, qui faisait l'activité, qui a suscité cette activité. Il n'y aurait pas eu de navigation transméditerranéenne, à la limite de Grèce ou de Rome vers la Gaule, s'il n'y avait pas eu un intérêt économique à acquérir ces produits de première nécessité. Et donc c'est ce commerce-là que les archéologues essaie de retrouver. En fin de compte, il y a ce que nous disent les textes, la documentation matérielle, et puis le fugace, l'invisible, qu'on essaie de retrouver au travers de ces traces. Je voulais juste ajouter une chose, en ce qui concerne les acteurs de ce commerce méditerranéen antique. Donc à droite, vous avez ces figurines en terre cuite qui représentent en fait des saccaris, des porteurs de sacs, tu l'as très bien dit, Dominique. Et ce qui est intéressant, c'est avec les élèves de croiser ces figurines avec les entrepôts commerciaux pour montrer en fait la continuité entre les porteurs de sacs et ces entrepôts. Voilà, et de faire tout un travail là-dessus. Elles sont particulièrement belles, ces figurines. Vous vouliez rajouter quelque chose sur l'archéologie du vin ? Je trouve que c'est une ressource qui est assez intéressante, donc sur le site de l'INRAP, et qui permet de comprendre en fait le trajet du commerce du vin à travers la Méditerranée. Cette vidéo propose également la reconstitution d'un bateau chargé d'amphores et de tonneaux, et puis propose également de nombreuses définitions. Notamment les notions essentielles à faire acquérir aux élèves, et notamment la notion de dolia. Donc c'est intéressant.
On a 3 secondes encore, oui. Après, on passera aux questions du public. Ouais. Donc, pour terminer en fait cette table ronde, l'objectif en fait de cette réflexion, hein, de ces échanges, c'était vraiment la construction d'une carte de synthèse qui représentait en fait les échanges commerciaux à travers la Méditerranée antique durant donc la période romaine, donc à partir hein, des sources archéologiques. Donc cette cartographie en fait implique l'acquisition de notions essentielles, hein, puisque vous le voyez à travers la légende, hein, notamment celle de ports fluviaux, de ports maritimes, de navires de commerce, d'amphores, de routes commerciales. Donc à travers hein, finalement cette carte, on voit bien que la notion de port est appréhendée hein, comme un lieu d'embarquement, de débarquement des marchandises, de stockage. On l'a vu dans les entrepôts près des quais. Mais aussi, il convient d'insister hein, sur les ports, les avant-ports. Hein, on l'a vu avec Narbonne, Arles, Fos, etc. Donc, cette carte permet de consolider donc la notion de route commerciale, puisque donc on représente aussi hein, les lieux de découverte hein, de ces objets archéologiques et notamment les amphores. Hein, qui représentent des objets qui nous informent sur les régions de provenance et les destinations hein, du commerce. Et je dirais que ces sources archéologiques, finalement, issues des fouilles, des épaves de navires, des bas-reliefs, des poteries, etc., nous renseignent hein, sur l'importance de ce commerce méditerranéen antique, puisque, hein, comme je le disais en préambule, donc nous sommes habitués à travailler sur des sources textuelles, comme par exemple, pour citer un exemple, hein, le témoignage d'Aelius Aristide, hein, qui faisait l'éloge de Rome au IIe siècle et qui qualifiait Rome en fait de marché du monde. Donc il évoquait hein, tous ces flux commerciaux, hein, notamment le blé qui provenait d'Égypte, voilà, d'Afrique. Et finalement, voilà, cette carte hein, permet de représenter, hein, à partir des sources archéologiques, hein, les principales routes commerciales et les principaux points d'accès au commerce. Voilà. Merci infiniment à tous les trois pour toutes ces pistes, tous ces documents très riches qu'on peut retrouver souvent sur le site de l'INRAP et puis qu'on pourra retrouver aussi grâce à Dalila sur le site de la PHG avec les fiches d'activité. Il est temps de passer aux questions du public parce que c'est important ici, les échanges entre nous. Donc, qui veut poser la première question? Je ne sais pas s'il y a des micros pour faire passer dans la salle ou pas. Non, il y en a pas. Répétera la question. On répétera la question. Il n'est pas assez long. N'hésitez pas. Oui, une question sur le port de Narbonne. Il y a eu un documentaire sur Arte qui l'évoquait comme la seconde Rome. Alors, où on en est au niveau des fouilles archéologiques, au niveau du port de Narbonne aujourd'hui? Alors c'est un vaste dossier, Narbonne. On l'a pas forcément évoqué, mais on a choisi de se focaliser sur Marseille, Fos, Arles. Mais néanmoins, il y a plusieurs autres ports du littoral gaulois qui sont en cours d'étude, en cours de fouille et qui pourraient tout à fait fournir de la documentation pour alimenter les mêmes problématiques. Narbonne en est un excellent exemple, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans, 15 ans que l'équipe de Corinne Sanchez a repris les fouilles. Mais il y a aussi les sites de Fréjus, par exemple, où il y a une équipe dynamique et où beaucoup de choses sortent. Je dirais que l'ensemble est complémentaire, mais on n'avait que 3/4 d'heure pour vous les présenter. Donc il a fallu faire des choix. Sur Narbonne, je te laisse la main. Je suis pas spécialiste, mais dans le cas si on prend le cas de Narbonne, la seconde Rome, c'est un clin d'œil, je crois, dans le titre du réalisateur par rapport au fait que ça soit la première cité créée hors de l'espace romain. C'est dans ce sens-là, je crois. Pour le poids et le volume du port, en revanche, c'est Strabon qui nous dit qu'il y avait 2 emporia, 2 zones, 2 villes commerciales importantes, qui sont Arles et Narbonne. Et donc, Swen l'a dit tout à l'heure, avec le cas d'Arles sur l'axe de la Méditerranée vers le centre de la Celtique, et puis
Narbonne sur le fleuve Aude, qui, par le seuil de Neurouze, permettait ensuite d'accéder à la Garonne. Donc un axe entre la Méditerranée et l'Atlantique. Donc ces deux ports sont réellement deux espaces de gestion et de diffusion des produits méditerranéens vers l'ensemble de la Gaule, soit par le seuil de Neurouze, soit par la vallée du Rhône. Donc Narbonne est un port extrêmement important qui se trouve en fin de compte d'un port sur les étangs, sur ce qu'on appelle les étangs en languedocien, mais qui sont en fin de compte une lagune ouverte sur la mer. Et aujourd'hui, effectivement, on retrouve, alors Corinne Sanchez a une image, je ne sais pas si elle l'emploie dans les publications, on le parle de hub portuaire. Donc en fin de compte, on a la ville de Narbonne, la cité, l'espace politique, l'espace religieux, l'espace de gestion, et ensuite on a les infrastructures, et les infrastructures, elles sont sur le fleuve et en bordure sur le cordon lagunaire, où elle a des aménagements de type quai, de type zone de stockage, voire anthropoidolia, etc. Donc on a les mêmes aménagements, mais pas concentrés en un lieu, sur une série, en fin de compte, d'espaces portuaires périphériques par rapport au port de Narbonne. Et avec ces mêmes difficultés archéologiques à lire un espace et un système portuaire, en particulier lagunaire, c'est un peu le cas à Fos également, ou deltaïque, c'est le cas aussi dans le delta du Tibre. Pour répondre à votre question, je pense que pour avoir une vision un peu complète de l'archéologie des ports du littoral du Méditerranéen gaulois, il faudrait faire une compilation entre les découvertes de Narbonne, de Fos, d'Arles, de Fréjus, puisque dans certains cas, on a un type de structure portuaire. Arles, par exemple, il y a une quantité de mobilier très impressionnante, mais par contre, on n'a pas les structures de quai. À Fos, on a des structures, mais on n'a pas le dépotoir localisé, même si de nombreux objets sont sortis. À Narbonne, il y a à la fois des épaves, à la fois des quais, mais des quais qui sont très particuliers, vous l'avez vu, j'imagine, dans le documentaire, ils ont mis au jour ce système de canal avec des quais qui traversent des étangs pour rejoindre la cité de Narbonne. Donc on n'est pas dans une configuration comme ce qu'on peut voir dans les ports de l'URPS, enfin que ce soit les ports artificiels de Portus, où on a tout, on a les bassins portuaires, les quais, les entrepôts, etc. La donnée archéologique du sud de la Gaule, elle est plus parcellaire et morcelée, je dirais. Mais c'est effectivement des travaux qui font avancer grandement notre connaissance sur les dispositifs portuaires. Effectivement, elle parle de hub, alors de hub pas seulement comme un noyau aux routes des commerces, mais sur ce système portuaire éclaté de Narbonne dans les différents étangs, dans ces lagunes. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Et je ne l'ai pas mis dans les ressources que j'ai balayées très rapidement ici, mais le projet de recherche Narbonne a un carnet hypothèse en ligne avec beaucoup de ressources mises à disposition, que ce soit de la donnée archéologique, des photos, mais aussi ils ont travaillé sur beaucoup de restitutions dont certaines sont reprises dans les reportages, mais qui peuvent vraiment être utilisées comme support pédagogique justement pour l'illustration de la navigation des bateaux, du déchargement sur les quais, etc., etc. Et le carnet, on le trouve sur le site du centre génétique ? Alors non. Non, c'est un autre laboratoire de recherche. Mais je pense que si vous tapez carnet, hypothèse, port de Narbonne, c'est un premier résultat. Carnet, hypothèse étant le support de diffusion Internet du CNRS. Voilà, c'est un blog institutionnel. Un blog. Institutionnel. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, moi je voudrais bien vous en poser une. Il y a combien de chercheurs actuellement dans le pôle subaquatique de l'INRAP ? Vous êtes combien à travailler sur ces questions ?
Alors, on est un petit pôle permanent de 6 personnes et on travaille avec un réseau à géométrie variable sur des questions d'archéologie fluviale et maritime au sens large, au-delà du clivage subaquatique terrestre. Et donc, on est un certain nombre et il y a une bonne illustration en ce moment. Là, on fait une petite incursion dans le temps, mais une fouille qui illustre bien justement l'archéologie fluviale au sens large. C'est la fouille qui se déroule quelques encablures de la Loire en aval, à côté d'Ancenis, qui est une fouille préventive qui est en train de mettre au jour un ensemble d'épaves, alors de la période moderne, on est plutôt entre le 17e et 18e, mais un ensemble d'épaves réutilisées, chargées de pierres et réutilisées comme structure d'aménagement, portuaire ou pas portuaire, ça restera à définir, mais en tout cas d'aménagement de berge du fleuve. Donc on est vraiment dans ces thématiques très intéressantes où on est à l'interface terre-eau, on est avec du bateau mais qui est réutilisé dans de l'aménagement de berges, de chenalisation, de confortement du Nil. Voilà, donc c'est des équipes un peu éparses, c'est pas forcément prêts à mettre la tête dans l'eau tous les jours, mais qui travaillent néanmoins sur des questions des questions scientifiques qui nous unissent, on va dire. Merci. Une question ? Non ? Alors il nous reste à vous remercier tous les trois pour